Bonjour à tous et bienvenue lors de cette table ronde Intelligence artificielle, comment construire une ville durable grâce à la data. Transformer la ville pour la rendre plus durable, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et un des outils pour le faire, c'est justement la donnée. Encore faut-il savoir correctement l'exploiter, correctement la collecter et l'exploiter. Et ça tombe bien, c'est justement la spécialité de nos deux invités aujourd'hui, qui sont Quentin Barène, le cofondateur de Wintix. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Philippe Clément, le responsable de la démarche et des solutions data de la ville de Paris. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe, merci à tous les deux d'être ici. Alors avant de commencer le débat, je vous demande de vous présenter pour que le spectateur connaisse vraiment qu'est-ce que vous faites. Alors je suis Jean-Philippe Clément à la ville de Paris, donc je suis en charge de la démarche des solutions data comme vous l'avez dit. Mon rôle en fait c'est d'accompagner les directions avec la DSI de la ville vers justement des projets qui utilisent les outils de la data et qui permettent justement d'aller vers cette ville durable notamment et d'optimiser nos processus, nos métiers et nos solutions. Très bien, merci Quentin. Je m'appelle Quentin Barène, je suis cofondateur d'une start-up française qui s'appelle Wintix et qui est spécialisée en intelligence artificielle. Notre métier, c'est de développer un logiciel d'analyse des mobilités qui va produire tout un tas de statistiques sur ce qui se passe en termes de mobilité dans les villes. Et ces statistiques, elles sont mises à disposition des villes pour les aider à prendre des initiatives en faveur de mobilité plus durable. Par exemple, des données qui vont permettre de comprendre les usages pour aménager la ville en conséquence. Alors justement, la mairie de Paris a affiché un objectif politique assez clair d'aller vers une ville plus durable. À partir de là, donc ça c'est le but. Et ensuite, nous, on va s'intéresser justement aux moyens. Comment on fait pour aller vers cette ville plus durable avec justement les données qui sont un outil parmi d'autres au service de cette politique publique. Vous, c'est un peu votre rôle. Comment vous abordez cette question-là? Comment vous traduisez une injonction politique en réalité concrète pour les Parisiens? D'abord, il faut savoir que la ville de Paris s'est engagée dans la démarche data à partir d'un objectif de ville intelligente et durable. C'est-à-dire que c'est la ville intelligente, la ville durable, tous les objectifs de transversalité des sujets, le fait de faire travailler tous les sujets ensemble, qui nous a emmenés vers la prise de conscience de l'importance de la data, justement, dans nos projets. Et donc, c'est ce qui a développé cette démarche aujourd'hui, avec un travail de recensement de ces données en interne, d'arriver à recouper les données qui sont de même nature, et ensuite un gros travail d'analyse et de projet data, justement pour nous mettre sur cette voie de l'optimisation par la data. Est-ce que c'est possible de transformer la ville pour qu'elle soit plus durable sans utiliser la donnée, justement? Pourquoi la donnée est importante dans cet objectif? Alors c'est certainement possible de transformer la ville et la ville durable sans la data, mais c'est vrai que la data est un outil très puissant aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est à un moment de l'évolution de l'humanité de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on est à un moment donné où on a des capacités de calcul qui sont très importantes, on a des capacités de stockage et d'arriver à regrouper des données au même endroit qui sont aussi très importantes. Et on utilise en plus des méthodes alors qui elles, datent un peu plus, qui sont des méthodes mathématiques qui sortent de l'après-guerre, en fait. Et c'est le moment où tout ça se converge et ça en fait un outil très puissant aujourd'hui pour arriver justement à mieux optimiser la ville et les ressources de la ville. La donnée, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps. Et la donnée, aujourd'hui, elle existe en plus grande quantité qu'avant, sous différentes formes. Mais le point commun de cette donnée, c'est qu'elle permet de comprendre et de quantifier. Et en fait, pour déployer des initiatives durables dans une ville, il y a un vrai enjeu de compréhension de comment une ville est organisée, comment elle est utilisée par ses usagers, et de quantifier l'impact des différentes initiatives qui sont prises. Et ça, c'est tout l'enjeu de la donnée. Ça permet de savoir, dans une ville, si la politique publique, elle porte ses fruits ou non. Si elle n'a pas porté ses fruits, comment on l'ajuste? Et ça, c'est l'un des gros intérêts de capter de la donnée en grande quantité, l'analyser et l'utiliser. Alors justement, quel type de données est nécessaire pour faire ce travail de comprendre les usages des citoyens de la ville et du coup de la rendre plus durable? Donc quel type de données et comment on les collecte? Alors, les données, elles sont, on va dire, il y a des données patrimoniales, c'est-à-dire que c'est l'état des lieux en fait d'un territoire, c'est connaître son bâti, connaître ses voies, connaître ses équipements, donc connaître le patrimonial en fait de ce territoire. Et puis donc c'est généralement des données qui durent dans le temps et qui sont rafraîchies régulièrement, mais pas tous les jours.
Et puis il va y avoir toutes les données de flux, les données qui vont analyser les flux aussi bien de la mobilité, les flux de consommation d'énergie, les flux de compréhension de la gestion des déchets. Et donc ces différentes formes de données vont permettre d'établir en fait une façon d'envisager la ville, de la modéliser, de mieux la comprendre et de se poser des questions sur la ville. Et juste en premier lieu, je voulais vraiment insister sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on parle effectivement d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes, on parle de forte analyse, mais avant tout, il y a de la donnée et il faut qu'il y ait un effort très, très important qui soit mis sur la qualité de la donnée. Et donc la manière dont on produit la donnée, et c'est souvent aujourd'hui dans des systèmes d'information qui sont parfois anciens, qui ont 10 ans, qui ont 20 ans, et qui n'ont pas été faits pour ça, pour que la donnée soit analysée ou qu'elle soit utilisée. Et donc aujourd'hui, un des premiers efforts pour une collectivité ou pour n'importe quelle organisation qui veut utiliser la donnée, c'est d'arriver à produire de la donnée de qualité pour justement ces objectifs d'analyse en fait. Et ça fait défaut aujourd'hui ? C'est un travail de tous les jours effectivement, parce qu'en fait c'est souvent une manière d'aborder la donnée qui est nouvelle. Tout le monde n'arrive pas à comprendre qu'une façon d'organiser la donnée, qu'une façon de produire la donnée va avoir des conséquences en bout de chaîne sur une analyse. Et donc c'est une acculturation. Donc en fait, on parle beaucoup de technique, mais c'est beaucoup d'humain la donnée. C'est beaucoup de compréhension des métiers, beaucoup de compréhension des contextes. Et c'est du coup une acculturation des personnes qui sont aujourd'hui dans leur travail au quotidien pour comprendre comment ils vont pouvoir utiliser cet outil qui est si puissant et qui du coup demande d'être très responsable dans la manière de le produire. Et vous demandiez d'où vient la donnée. Aujourd'hui, des sources de données, il y en a plein. Et comme disait Jean-Philippe, il y a un vrai travail de ménage à faire dans cette donnée parce que des données qui remontent vers une ville, elles sont pléthoriques, on ne peut pas toutes les exploiter. Par exemple ? Et finalement, il faut choisir lesquelles on va exploiter avec quel but. Des sources de données, il y en a qui viennent de capteurs qui sont installés par les villes. Alors nous, chez Wintix, on travaille beaucoup avec des données vidéo ou des données qui viennent de capteurs thermiques. Il y a des capteurs Wi-Fi qui permettent aussi de quantifier des flux. Il y a des données qui viennent d'entreprises privées qui opèrent sur un territoire. Vous avez un téléphone, peut-être que vous êtes traqué par Google, ça produit des données de mobilité. Il y a aussi des données qui viennent du crowdsourcing. La ville de Paris, ils ont une application qui s'appelle Dans ma rue, qui permet de remonter des infos vers la ville de Paris. Donc des sources de données, il y en a plein. Et la question pour une ville, c'est de se dire, voilà, dans toute cette masse de données, laquelle est une donnée de qualité et sur laquelle je peux m'appuyer pour prendre des décisions. Et là-dedans, il y a un vrai travail à faire de pousser la réflexion. Captation de la donnée, on le dit, on le fait énormément sur du smart building, de la mobilité, des réseaux. On capte beaucoup de données. Et ensuite, le vrai enjeu, c'est de l'analyser de façon assez fine pour produire des indicateurs, des statistiques qui servent à de l'utilisation et à du déploiement d'initiatives pertinentes. Alors justement, quel type de données vous exploitez ? Je crois que Wintix travaille avec la mairie de Paris dans cet objectif-là. Comment vous les aidez à comprendre la donnée issue de la ville et comment, Paris, vous utilisez le travail de Wintix pour modifier vos politiques publiques ? Je le disais, dans les sources de données, il y a des données qui viennent de capteurs qui sont installés par la ville. Et la ville a notamment beaucoup de capteurs thermiques. Donc c'est des caméras thermiques de façon concrète qui ont historiquement été installés pour des sujets de monitoring de la voirie. Et ce qu'on propose chez Wintix, c'est de capitaliser sur ce parc déjà installé de capteurs thermiques pour produire des statistiques sur les mobilités. De façon très concrète, la ville de Paris a déployé depuis quelques mois un certain nombre de pistes cyclables d'abord temporaires. Les coronapistes. Les coronapistes. Et notre métier chez Wintix, c'est de compter et d'analyser les flux et le trafic sur ces coronapistes. Ça sert à deux choses. C'est quoi le but ? Le but, c'est de savoir, en termes de volume, c'est quoi les vélos qui passent sur ces coronapistes. Du coup, est-ce qu'elles sont beaucoup ou pas beaucoup utilisées ? Et ça permet d'envisager la pérennisation de certaines pistes. Le deuxième enjeu, c'est de comprendre les usages. Est-ce qu'elles sont bien ou pas bien utilisées, ces pistes ? Parfois, il y a des deux roues motorisées qui vont rouler sur des pistes. Ça arrive, notamment quand les voies adjacentes sont un peu congestionnées. En analysant ce genre de choses, ça permet de se dire on va pérenniser, mais peut-être un petit peu différemment. L'infrastructure qui a été déployée, elle est bien, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de vélos dessus, et ça répond à un vrai besoin. Mais la façon dont ça a été aménagé, on peut l'ajuster un petit peu pour corriger des mauvais usages qu'on a observés. Et donc toute cette donnée hyper qualifiée, on part d'une donnée brute, celle qui sort d'un capteur thermique, on la qualifie avec un logiciel d'intelligence artificielle qui est très puissant et qui donne tout un panel d'informations,
Et cette donnée hyper qualifiée, elle permet ensuite de prendre des décisions éclairées, notamment dans le cas du vélo, pour aménager des villes qui sont confortables pour des mobilités qui sont propres, le vélo, et qui permettent de matérialiser une politique publique, et dans le cas présent, de favoriser du vélo et privilégier, favoriser le report modal du véhicule thermique individuel au vélo, par exemple. Alors justement, pour poursuivre avec l'exemple des coronapistes, est-ce que vous pouvez préciser justement comment vous utilisez les données de WinSys? Quels changements vous avez fait déjà? Ou est-ce que ces changements qui sont prévus peut-être? Alors, déjà, il y a de la donnée qui est produite par des capteurs qui sont existants et qui sont déjà anciens sur les pistes cyclables, on va dire, classiques. Et donc il y a déjà une connaissance par ce biais-là de l'usage d'une situation antérieure, on va dire ça comme ça. Et il y a eu de nouveaux capteurs qui ont été mis en place pour justement mesurer ce qui se passait sur ces pistes de cyclables temporaires, qui permettaient du coup de comparer les situations. Et c'est ça qui est intéressant en fait pour une politique publique et pour un décideur public, c'est d'arriver à partir d'un état des lieux, et donc plutôt objectif, parce que la donnée va objectiver une situation, de pouvoir moduler sa politique publique, faire un changement, donc on va créer une piste cyclable temporaire, mesurer ce que ça produit potentiellement, et potentiellement pouvoir en plus réagir dessus pour adapter ou faire un nouveau changement. Et c'est ça aussi l'intérêt de ces outils de capteurs notamment, c'est leur capacité à se déployer plutôt facilement aujourd'hui et de pouvoir analyser des territoires et de pouvoir analyser des situations et de pouvoir assez rapidement faire des choix de politique publique qui, par le passé, étaient peut-être plus ancrés en fait dans un temps long, alors que là, on peut avoir on appelle ça de l'urbanisme tactique. On peut avoir des modulations en fait dans la manière de gérer la politique publique. Aujourd'hui, est-ce que la ville de Paris prend des décisions sans la donnée? Enfin, est-ce que la donnée devient le socle de toute décision, par exemple d'aménagement de quartier? Je crois que vous avez un projet à Clichy-Batignolles d'ailleurs. Oui, alors heureusement que non. Parce qu'en fait, l'intérêt, encore une fois, c'est que la donnée est un outil, et c'est un outil qu'il faut savoir confronter à des expertises métiers, à des expertises d'usage. On parlait des usagers aussi, tout simplement. Et donc, il y a un moment donné où ça devient un élément complémentaire d'une compréhension d'une situation. Et donc, dans une politique publique, on va avoir cet élément en plus, qui est très puissant, qui est souvent en force, encore une fois, pour objectiver la situation. Mais il va falloir la compléter par potentiellement des expertises métiers, des gens qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent très bien dans le temps, en fait, comment la politique a varié et quels sont les différents tests qui ont déjà été faits sur cette politique publique. Les usagers, bien entendu, et ceux qui vont avoir la parole pour dire moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça, ou je m'aperçois qu'en fait ça se passe mal à tel endroit, par exemple, pour une piste, ou tiens là il y a un moment qui paraît être un moment dangereux pour une piste cyclable, qui n'est pas forcément enregistré par un capteur, ce moment dangereux, hein, et donc du coup c'est cette multiplicité en fait de manières d'envisager un sujet qui va faire la richesse ensuite du déploiement de la politique publique. Et j'ajouterais pour compléter ce que dit Jean-Philippe que la politique publique, elle peut aussi être là pour impulser un changement, donc des choses qui ne sont pas forcément mesurées dans les données. Une décision politique qui est de mettre une piste cyclable à un endroit où on n'a pas forcément mesuré le trafic vélo en amont, et de se dire ça va créer un appel d'air, et si on met une piste cyclable, ça va faire venir les vélos, et la donnée peut venir finalement qu'a posteriori pour mesurer ce changement. Se dire on a mis la piste cyclable, on n'a pas rationalisé cette décision en amont. L'idée, c'est d'impulser une nouvelle dynamique. Mais a posteriori, on mesure et on regarde si c'était une bonne décision. Donc la donnée n'est pas toujours un préalable, et heureusement que non, à des décisions d'aménagement. Après, ça vient compléter une perception. Pour revenir vraiment sur la politique publique du vélo, le vélo, on le voit aujourd'hui dans les rues de Paris, dans les rues, on va dire même du Grand Paris, puisque c'est quelque chose qui s'étend en petite et en grande couronne. Le vélo, il est très présent. Mais comparé à d'autres mobilités, finalement, il est moins visible. Et on peut avoir l'impression, dans certains secteurs, que finalement, certaines infrastructures sont sous-utilisées ou très peu utilisées. Et en fait, le capteur, la donnée, va venir comparer les différentes modalités, par exemple, de mobilité sur cet endroit-là. On va pouvoir vraiment mesurer si combien il y a de passages en fait, sur cette voie, comparé à la voie d'à côté, comparé au transport en commun, comparé à d'autres types de mobilité. Et on va avoir une visibilité qui va être moins sensible, plus objective encore une fois, et qui vont du coup permettre de prendre des décisions vraiment sensées et qui vont pouvoir être appuyées sur de la donnée.
Est-ce que ça vient remettre en question des a priori politiques, justement, enfin, des conceptions qu'on pourrait avoir sur les usages? Est-ce que quand on analyse la donnée, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément telles qu'on les pensait dans les usages des citoyens et du coup dans les décisions qu'on doit prendre? Alors, ça c'est un peu le côté spectaculaire potentiellement de la donnée. On connaît tous des exemples, des cas d'usage où effectivement, tout d'un coup, quelque chose d'énorme s'est révélé quasiment contraire aux perceptions, contraire à la politique publique. C'est en fait, en vrai, c'est plutôt rare. Ce qui peut se passer, par contre, c'est d'arriver à rentrer beaucoup plus dans le détail de la compréhension de ce qui se passe. C'est d'arriver à mieux comprendre les utilisateurs d'une politique publique, mieux comprendre leurs attentes, mieux comprendre ce qu'ils recherchent, à quel moment ils le recherchent aussi. C'est une question de mesure de la temporalité, parce que un capteur, il est là tout le temps, il est là 24 heures sur 24, alors que quelqu'un qui viendrait faire une étude sur une politique publique, parfois il peut avoir un biais, c'est qu'il n'est pas là tout le temps, il ne peut pas tout le temps regarder ce qui se passe à un guichet ou sur une piste cyclable. Et donc du coup, ça vient rajouter une très forte richesse de compréhension d'une situation, sans forcément remettre tout en cause non plus. Là, on a parlé de la donnée qui est utilisée pour justement pour modifier la vie et les usages des citoyens, mais il y a aussi la donnée pour monitorer en fait d'autres politiques, pour voir si elles sont efficaces, pour voir si un projet répond à l'exigence environnementale. Est-ce que ça c'est une partie de votre travail aussi que vous développez aujourd'hui? Oui, alors plutôt sur les aspects du coup énergie aussi, on peut en parler. C'est une manière aussi, vous savez qu'il y a beaucoup d'engagement en fait sur tout ce qui est construction et sur engagement environnementaux des nouvelles constructions. Et là encore une fois, la donnée, la captation de données va pouvoir objectiver en fait la situation et on va pouvoir s'apercevoir si un réseau d'énergie fonctionne correctement. Et on a effectivement le cas d'un projet qu'on a mené qui s'appelle Cordée, qui est un projet européen de la ville de Paris, sur le quartier Clichy-Batignolles, qui a permis de révéler effectivement certains éléments de réglage du réseau d'énergie qui pouvaient être améliorés. Des choses qui n'auraient pas forcément pu être perçues tout de suite et qui ont été révélées par ce type de projet, où en plus de ça, il y avait la dimension, encore une fois, humaine. C'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre une situation technique, mais on a aussi essayé de comprendre la perception et les comportements sur cette zone-là. Donc, arriver toujours à mélanger à la fois la donnée et l'humain, finalement, et l'usage d'une politique publique, là, en l'occurrence de l'énergie et des éléments d'énergie du quartier. Vous avez un poste qui est administratif, vous êtes un expert, mais une ville, c'est aussi une décision politique, forcément. Est-ce que les politiques ont conscience des enjeux liés aux données? Est-ce qu'il y a toujours une vulgarisation à faire? Est-ce qu'il y a toujours une prise de conscience de leur part? Est-ce que vous êtes écouté dans vos recommandations? Quelle est la part en fait du rationnel et du politique dans les décisions? Alors, on a l'impression qu'effectivement c'est très technique tout ça, hein, tout ce qu'on fait, hein, on pose un capteur, on mesure et puis du coup il y a une conséquence. Mais avec ce schéma un peu simpliste, il y a plein de choses, il y a plein de questions à se poser. Ce capteur-là, est-ce qu'il va être définitif? Ce capteur-là, aujourd'hui, on célèbre les accords de Paris, donc le zéro carbone. Est-ce qu'il a vocation à rester là et à consommer l'énergie perpétuellement, ou est-ce qu'on peut en faire juste un élément d'analyse temporaire? Ou est-ce que ça va être récupéré, la donnée? Quelle énergie elle va consommer pour transiter du point de captation au point de stockage? Combien de temps il va y avoir de stockage? Par exemple, à la ville de Paris, il y a eu un très gros effort de compréhension et de mise en œuvre d'un data center propre à la ville de Paris, qui en plus a des objectifs environnementaux très forts et qui permettent du coup, la DSI a beaucoup poussé sur ce sujet-là, d'arriver à avoir un équilibrage à la fois économique et écologique du stockage des données. Et en plus de ça, on peut du coup travailler ensuite sur le service qui va être rendu avec cette donnée-là. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'arbitrage à faire. Beaucoup d'arbitrage sur la manière dont on peut avoir un travail avec les plateformes. On parle beaucoup des plateformes, des autres plateformes privées qui produisent de la donnée sur un territoire. Et là, il y a aussi beaucoup de décisions politiques, d'une manière d'envisager la donnée. On peut aussi parler, peut-être, si vous le voulez, des données personnelles et de la manière dont une collectivité doit pouvoir s'engager au-delà même de ce qui est demandé par le cadre réglementaire, hein, qui est actuellement le cadre européen transposé en France. Mais on peut avoir des engagements beaucoup plus forts vis-à-vis de ça. Et ça, c'est des vrais actes politiques. Alors, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là, mais pour vous dire que toute cette chaîne de production de la donnée, il n'y a pas que des décisions techniques, il y a aussi beaucoup de décisions politiques. Et c'est important, du coup, que des équipes élues, des équipes politiques,
en ait conscience et fasse levier en fait sur ces sujets-là. Et c'est le cas à Paris, donc on est plutôt suivi et content. Et sur cette conscience des politiques de l'enjeu de la donnée, chez Wintix, nous on le voit au quotidien. On travaille bien sûr avec la ville de Paris, mais on travaille avec beaucoup d'autres villes en France. Et souvent, notre point de contact, c'est d'abord un élu. Parce qu'il y a une demande des élus qui est comment on peut rationaliser une politique publique, comment on peut comprendre ce qui se passe sur notre territoire, comment on peut mieux aménager la ville et disposer d'outils, notamment d'outils data, pour prendre des décisions. Donc le point de contact, c'est d'abord le politique, qui ensuite nous renvoie vers les services techniques pour le déploiement opérationnel de tout ça. Mais il y a cette vraie prise de conscience que la donnée peut apporter des choses. Et en référence à ce que disait Jean-Philippe aussi, dans les questions des élus, il y en a deux. Il y a quelles données vous pouvez me produire pour que je puisse mieux comprendre ce qui se passe. Et la deuxième, c'est quoi le coût environnemental de cette production de données. Et chez Wintix, on a une spécificité, c'est que toute l'analyse qu'on fait, quand on fait des analyses de données qui viennent de capteurs thermiques ou qui viennent de vidéos, on les fait en local. Ça s'appelle du edge computing, c'est le terme technique. Ça veut dire que l'analyse vidéo, elle est faite juste à côté de la caméra. Et ça, dans une perspective de sobriété énergétique, c'est très important. Parce qu'en fait, concrètement, notre logiciel est dans un tout petit boîtier qui consomme 10 watts, c'est rien en énergie. Et ensuite, les statistiques qui remontent de notre logiciel, donc de la caméra sur le terrain, vers un serveur pour être analysé, c'est quelques kilooctets, ça pèse rien du tout, c'est juste des statistiques. Et c'est beaucoup plus économe en énergie que de renvoyer un flux vidéo vers un serveur centralisé. Et donc il y a cette prise de conscience du politique que la donnée peut servir à quelque chose. La donnée, c'est aussi quelque chose qui consomme de l'énergie pour être produite. Et donc il y a cet enjeu qui est de plus en plus pris en considération. Je confirme, hein, quand on parle de l'intelligence artificielle pour une ville durable, c'est une problématique qui est aujourd'hui la sobriété numérique, qui est prise en compte par les collectivités. Et comme on continue à le faire, prendre en compte les aspects économiques d'un projet, on va désormais prendre en compte les aspects éthiques, donc l'usage de la donnée, notamment de la donnée personnelle. On va aussi prendre en compte des aspects écologiques. Cette chaîne de production de la donnée, qu'est-ce qu'elle a comme impact, et notamment qu'est-ce qu'elle a comme impact carbone? C'est des questions qu'on commence à se poser de plus en plus fortement. Et c'est pas parce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle ou des data pour apporter la ville durable, pour aller vers la ville durable, que du coup on déploie tous les systèmes qui sont à notre disposition. Du coup, ça c'est assez nouveau comme changement comme approche. Je pense qu'on était quand même dans le big data et là on commence à aller dans le smart data, quoi. Dans le fait qu'on prend les données dont on a besoin et pas forcément toutes celles, et qu'on se pose la question de notre propre impact quand on utilise les données aussi. Oui, alors c'est marrant parce qu'en fait, on s'est quand même assez vite rendu compte que le big data, s'il était vraiment non maîtrisé, c'est-à-dire si on stockait tout, il y a un terme anglais pour la data qui s'appelle pour le stockage qui s'appelle le data lake. Donc c'est le lac des données, c'est-à-dire qu'on fait déverser comme des petites rivières toutes les données dans un grand lac. Et en fait, on s'est quand même vite aperçu que si on n'avait pas un petit peu d'esprit critique par rapport à ce stockage-là, et comme le disait Quentin tout à l'heure, par rapport à l'usage qu'il va y avoir derrière, par rapport à la qualité de données qu'on peut exploiter, ça allait être rapidement, non pas un lac de données, mais un marécage de données, parce que tout allait être imbriqué. Et donc c'est très important aujourd'hui d'avoir cette vision très claire sur de quelles données on dispose, sur quel référentiel de données on peut s'appuyer pour gérer la ville, comment elle est stockée, quelle est sa politique de cycle de vie. C'est autant de questions qu'on se pose au quotidien pour arriver justement à ne pas se retrouver dans un marécage de données, alors, plein de données partout, mais complètement inutilisables. Rendre une ville plus durable, c'est évidemment les infrastructures et c'est les politiques publiques, mais c'est aussi, il y a beaucoup d'acteurs privés qui évoluent dans la ville. Comment imbriquer justement le public et le privé dans cette même vision d'une ville plus durable, notamment les secteurs de la construction, j'imagine, qui ont beaucoup de projets immobiliers. Alors, comment vous gérez cette imbrication qui est nécessaire pour que la ville durable soit vraiment une réalité? Alors souvent c'est un partage d'objectifs. Je vous parlais du projet de Clichy-Batignolles. On partage un objectif avec différents partenaires privés le plus souvent, et on essaie de voir quelles sont les données qu'on va pouvoir se partager sur cet objectif-là. Et donc vous allez avoir des données qui viennent du public, des données qui viennent des secteurs de l'énergie du privé, et on va mélanger tout ça dans un objectif commun d'arriver justement à optimiser une situation.
Et on parle de plus en plus aujourd'hui de données d'intérêt général territorial. C'est ça, c'est d'arriver à fixer pour chacune des politiques publiques importantes, qui peut faire appel à la donnée, des objectifs communs entre le secteur public et le secteur privé, et d'arriver à travailler en commun sur le partage des données et ce que ça peut produire en termes d'optimisation, non pas uniquement pour la collectivité, mais aussi pour tous ses partenaires autour. Et ça, c'est vraiment un champ d'action important de la démarche data de la Ville de Paris. Et vous parliez de la construction, alors je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas ma grande spécialité, mais je vais prendre le sujet de la construction comme exemple d'un partenariat entre des acteurs privés et des acteurs publics. En fait, chez Wintix, on travaille notamment sur des analyses d'impact sur le trafic en amont de grands travaux de réaménagement ou grands travaux de construction. Et la démarche, elle vient souvent d'un promoteur qui veut comprendre le trafic main dans la main avec une collectivité pour se dire on fait un diagnostic, on pose le diagnostic avant et on va se partager les données ensemble parce qu'on sait que notre grand projet de construction, il va avoir un impact, il va y avoir du report modal dans des rues adjacentes, dans d'autres parties du quartier. Et donc ces données, que Jean-Philippe a qualifiées de données d'intérêt général, on se les partage pour être conscient de l'impact de ce qu'on va faire. On construit un bâtiment, ça va avoir des incidences. Et tout ça est bien connu et partagé par tout le monde. C'est pas non plus complètement le monde des bisounours. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand même le politique reprend toute sa place pour justement influencer les partenaires, venir dire à quel point l'objectif politique est important. Et ça, c'est encore une fois une chance à Paris d'avoir une voix qui porte fort sur ces sujets-là, avec la maire de Paris, avec le premier adjoint, avec les adjoints de la maire, qui arrive à un moment donné à poser un objectif fort et qui, du coup, arrive à mettre tout le monde autour de la table pour une discussion sur cet objectif-là. On l'a connu notamment, alors maintenant ça va un peu mieux, mais il y a encore quelques temps sur les trottinettes, et c'était d'ailleurs sur ça où on a commencé à travailler avec Wintix. Il y a des trottinettes partout, et c'était voilà, la dérégulation la plus totale. Il a fallu qu'effectivement la ville dise à un moment donné, et la maire notamment, et ses adjoints, disent c'est plus possible que ça marche comme ça. Il faut qu'on fixe des règles. Il y a une charte qui a été mise en place, donc un vrai élément de politique publique. Et il y a eu un échange de données entre les opérateurs de mobilité électrique et douce, comme les trottinettes ou les vélos, pour qu'on arrive à comprendre un peu quels étaient les phénomènes et comment on allait pouvoir, du coup, mieux le réguler, notamment dans sa partie stationnement. Et c'est là où on a fait appel au savoir-faire de Wintix pour arriver, et je vous parlais tout à l'heure de données patrimoniales, pour arriver à mixer les données patrimoniales. Nous avions des places de stationnement qui étaient disponibles et que nous pouvions transformer en places de stationnement pour les trottinettes, et les usages des trottinettes. Et donc, on a mélangé ces deux données, et ça a donné un plan de déploiement de la direction de la voirie et des déplacements qui s'est vraiment fortement activé dans des délais records pour arriver à mettre en place un stationnement et des zones de stationnement pour ces véhicules. Et du coup, voilà, tout le monde est gagnant parce que la situation est claire dans la manière d'envisager à la fois la situation géographique, les places qui sont disponibles, et les usages avérés de ces trottinettes. Il nous reste quelques secondes avant la fin de cette table ronde. Un mot de la fin pour Wintix. Le sujet, c'était comment est-ce qu'on construit une ville durable grâce à la donnée. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. La donnée permet de comprendre et d'objectiver des situations. Et donc, c'est elle qui va permettre d'aménager la ville, notamment pour promouvoir des moyens de mobilité douces et durables. Moi, je serais insisté sur le fait que c'est un outil. Et c'est un outil qui est au service des habitants, au service des politiques publiques. Et cet outil-là, en fait, il est technique, mais il doit compléter en fait une vision d'expert, une vision d'usage de l'habitant. Et donc, ce n'est qu'un outil parmi d'autres pour faire une bonne politique publique sur nos territoires. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus cet après-midi pour débattre de ce sujet. Restez avec nous sur latribune.fr pour d'autres débats à suivre.